Bonjour à tous. Ceci est la dernière vidéo du chapitre Communication série 2. Je ne sais pas comment tu t'en sors, Adam, mais l'USB est tellement intéressant que j'ai hâte de voir comment il est utilisé. Je voudrais à nouveau souhaiter la bienvenue à tout le monde. C'est justement le sujet de cette vidéo balaz. Nous avons tous les appareils nécessaires, la carte de développement et deux câbles micro USB. Un câble est branché sur le programmateur comme d'habitude. Celui-ci va alimenter la carte. L'autre câble est nécessaire car nous ne pouvons pas utiliser le port USB destiné à la programmation pour la communication USB. Le port pour cela se trouve en bas de la carte. C'est pour cette raison que nous avons besoin du second câble qui assurera la connexion USB entre notre microcontrôleur et l'ordinateur portable. Malheureusement, la carte de développement est conçue de telle sorte que le port USB du bas ne peut pas être utilisé pour alimenter la carte et il est strictement interdit de brancher le câble USB sur le port USB du bas si la carte de développement n'est pas alimentée. Donc, branchez d'abord le connecteur USB du programmateur, puis connectez le connecteur USB du bas à votre ordinateur. Heureusement, le microcontrôleur de la carte de développement possède un périphérique USB ainsi qu'un PHY-USB. C'est à dire une couche physique, ce qui signifie qu'il peut non seulement générer les signaux logiques, mais aussi directement les niveaux de signal. En raison de la complexité de la norme, nous préférons vous montrer l'utilisation du périphérique USB en tant que dispositif HID, car cela présente un intérêt particulier. Que signifie HID? HID signifie Human Interface Device, ou périphérique d'interface humaine. Les périphériques d'interface humaine sont donc des périphériques qui permettent aux humains d'interagir avec les ordinateurs. Donc c'est véritablement un pont essentiel entre l'humain et la machine, un peu comme une souris d'ordinateur ou bien un clavier physique, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait exact. Dans l'exemple de code, nous allons créer une souris qui peut être contrôlée par les 4 boutons et cliquer avec le bouton sur le côté. Le programme repose fortement sur la pile USB publiée par ST. Cela signifie que nous ne verrons pas les opérations au niveau des registres exacts, nous travaillerons simplement à un niveau d'abstraction plus élevé, comme nous l'avons fait au chapitre 5. Importez le code d'exemple de la leçon 10 USB, puis ouvrez le fichier .uoc. Si vous cliquez sur WSBot.gfs dans la section Connectivité, vous verrez qu'il est réglé sur Device Only, périphérique uniquement. Puisque nous voulons connecter la carte de développement au PC, dans ce système, le PC sera l'hôte et notre appareil sera le périphérique. Vous pouvez voir que les autres options incluent Host Only, hôte uniquement, et OTG Dual Role Device, appareil à double rôle OTG, qui peuvent toutes deux remplir le rôle indiqué par leur nom. Deux cases à cocher sont affichées à l'écran. Activer VBus est utile si vous souhaitez surveiller la détection de la tension via le port USB de votre appareil. Activer SOF, où SOF signifie Start of Frame, début de trame, envoie des impulsions à l'appareil connecté au début de chaque trame. La sortie SOF est généralement utilisée pour synchroniser les appareils audio. Dans ce cas, aucune d'elles n'a besoin d'être activée, et la sortie SOF n'est même pas connectée à la carte de développement. L'onglet des paramètres affiche les réglages du périphérique USB. Je suppose que l'option de vitesse est la plus importante ici. Oui, ici vous pouvez définir la vitesse maximale théorique à laquelle votre appareil échangera des données. Ensuite, cliquez sur Périphérique USB sous Middleware et Pax logiciel. Cet élément de menu peut générer des modules, des bibliothèques et des paramètres qui implémentent pour nous des fonctionnalités complexes. Ces éléments seront abordés plus en détail plus tard, au chapitre 22. Dans la fenêtre de mode et de configuration du périphérique USB, vous pouvez voir que vous souhaitez utiliser le périphérique USB configuré comme un dispositif d'interface humaine. En bas de la fenêtre de configuration, sous l'onglet Descripteur de périphérique, vous pouvez saisir les données d'identification du périphérique. Les paramètres PID, c'est ADIR l'identifiant du produit, et VID, c'est ADIR l'identifiant du fabricant, ne doivent être modifiés que dans des cas très justifiés. Les chaînes du fabricant et du produit peuvent être modifiées à volonté, et cela a été fait. Allons-nous vraiment générer le code avec tous ces paramètres que nous avons définis? Exactement. L'environnement de développement va d'abord générer un code exemple pour nous, créé par ST Microelectronics. Le résultat de ce code exemple est une souris qui est reconnue par l'ordinateur, mais qui ne fait rien. Si vous voulez la faire fonctionner, vous pouvez le faire dans le fichier main. C que nous avons écrit pour vous. Si vous l'ouvrez, vous pouvez voir que nous créons une structure, initialisant les périphériques, y compris l'USB, puis scannant l'état des boutons. La structure contient 4 octets de données.
C'est ce que nous allons envoyer à chaque cycle en utilisant la fonction d'envoi de rapport USB HID. La fonction a 3 paramètres. Dans le premier, nous devons spécifier le pointeur vers le gestionnaire de périphérique USB. Le second est la structure elle-même, et dans le troisième, nous spécifions la longueur de la structure. En modifiant les valeurs après avoir lu l'état des boutons, vous pouvez définir de combien la souris se déplace et quel bouton est utilisé pour cliquer. Le paramètre de taille de pas de la souris est fixé à 4, ce qui signifie que le curseur de la souris se déplacera de 4 pixels à chaque pression sur un bouton. Les coordonnées X et Y du mouvement de la souris sont définies en fonction de la direction de chaque bouton. Il est important de noter que la position absolue de la souris n'est pas spécifiée ici, mais de combien elle doit se déplacer à l'écran. Balaz, s'il te plaît, télécharge le code et essayons notre toute nouvelle souris. D'accord. Voyons comment cela fonctionne. Je descends maintenant. J'ai essayé d'ouvrir un logiciel. J'ai réussi à ouvrir le logiciel avec succès et à le fermer complètement. On dirait que notre souris fonctionne bien. Dans ce chapitre, vous avez été initié à 3 protocoles de communication série asynchrone. Mais à quoi servent-ils? Chaque élément présenté est différent. L'UART est utilisé sur une très large gamme de vitesses et nécessite un minimum d'informations supplémentaires pour transmettre. N'appelle-t-on pas cela la surcharge? Oui, c'est bien ça. Nous appelons surcharge la partie de la transmission qui ne transporte pas l'information ou les données utiles, mais qui est nécessaire au bon fonctionnement du protocole de communication. Avec les mêmes paramètres utilisés dans l'exemple de code UART, 2 bits, le bit de départ et le bit d'arrêt du cadre de 10 bits, sont des bits qui ne constituent pas des données utiles. En revanche, pour le camp, une part importante de la trame est dédiée au contrôle et à d'autres fonctions intégrées. Cela signifie une surcharge bien plus élevée, mais en contrepartie, il y a moins de risques de transmettre des données erronées et une vitesse comparable à celle des UART les plus rapides. Il ne faut pas négliger que plus de 100 dispositifs peuvent communiquer sur le bus CAN, alors que l'UART a une topologie point-à-point. L'intruse dans ce cas, c'est l'USB, car il n'est pas clairement comparable aux autres protocoles série asynchrones. L'USB répond parfaitement et de manière unique aux besoins pour lesquels il a été créé. Un connecteur pour les gouverner tous. Ça sonnait un peu comme le Seigneur des Anneaux. Tu l'imagines simplement. Si vous souhaitez créer des communications rapides et universellement utilisables, il n'y a pas de meilleur choix, mais il faut toujours garder à l'esprit que sa mise en œuvre est bien plus gourmande en mémoire que celle de ses homologues. Il existe une énorme différence non seulement dans la vitesse et la complexité de l'envoi des données, mais aussi dans le nombre et la distance des dispositifs impliqués. L'UART TTL que nous utilisons souvent a une portée très courte, généralement inférieure à 2 mètres. Les normes RS dépassent largement cela, avec une portée de 12 voire un 200 mètres. Le bus CAN peut atteindre 1 km de long, mais ici la vitesse doit être considérablement réduite à 10 kbps par seconde. La vitesse maximale est disponible jusqu'à 40 mètres selon la norme. L'USB, en revanche, offre une vitesse maximale jusqu'à 5 mètres dans sa norme 2. Pour résumer, chaque mode de communication a ses avantages et ses inconvénients. Sur cette note de conclusion, nous arrivons à la fin du chapitre 10 de Crystal Clear Electronics. Nous espérons que vous avez acquis de nombreuses connaissances utiles sur la communication UART, CAN et USB. Merci de nous avoir rejoints. Dans le chapitre 11, vous découvrirez les convertisseurs analogiques numériques et vous comprendrez comment explorer notre monde analogique avec nos outils numériques. Ne manquez pas la prochaine vidéo et découvrez encore plus de contenu passionnant. Au revoir! Salut!